Ce gel pourrait transformer ce désert en forêt. J'ai planté 42 espèces ici l'été dernier et très peu ont poussé. Seuls le sorgho et le palo verde ont survécu dans l'impitoyable désert, peu clément avec les jeunes pousses. Le paillis a amélioré ma germination. Cela m'a montré l'importance de la préservation de l'eau. Je souhaite une méthode pour stocker l'eau sous terre, là où les plantes en ont le plus besoin, sans dépendre de l'irrigation au goutte à long terme. L'hydrogel peut retenir jusqu'à 400 fois son poids en eau, agissant comme de minuscules réservoirs dans le sol. Alors je vais le mettre à l'épreuve. Si ça fonctionne, je pourrais l'étendre à tout le ranch. Et peut-être, juste peut-être, que ce gel pourrait transformer un désert en forêt. Avant de mélanger l'hydrogel à la terre, je dois m'assurer que ça en vaut la peine. Parce que j'ai déjà traversé beaucoup d'épreuves rien qu'en essayant d'améliorer ce sol. L'été dernier, j'achetais du fumier à 80 $ le mètre cube. Je ne pouvais transporter que 3 mètres cubes à la fois car, à l'époque, mon seul véhicule de traction était un Tacoma. Les critiques en ligne suggérant que j'aurais dû opter pour un camion de plus grande taille. Comme si l'argent ou la physique n'existaient pas. J'ai donc pris un International 4300. Problème résolu, ouais. Non. Entre les pneus de remorque éclatés, rester coincés et réaliser combien de poids je transportais, il est clair que j'ai encore beaucoup à apprendre. La grande question est, après tous ces efforts, est-ce que le fumier fait vraiment une grande différence ? Je sais que ça aide, mais à quel point ? Je veux expérimenter avec la quantité non seulement des hydrogels, mais aussi du fumier. Nous essayons de comprendre combien d'hydrogel je dois mettre dans le sol à chaque goutteur pour que les arbres poussent. Et à chaque emplacement, que ce soit pour un arbre ou pour de l'herbe, nous allons mettre la même quantité d'hydrogel, puis, vers la fin de l'été, je devrais avoir une idée claire de la quantité d'hydrogel qui me donne le meilleur rapport qualité-prix. Mais avant tout, je dois identifier ma zone d'expérimentation. Je me tiens dans la première zone d'expérimentation où Brandon a creusé une tranchée et ajouté une énorme quantité de biochar dans le sol. C'est 5%. Ce qui est génial avec le biochar, c'est que c'est un mélange permanent. Il améliore la vie microbienne, mais le biochar ne retient que 3 à 4 fois son poids en eau. L'hydrogel peut retenir jusqu'à 400 fois son poids en eau, donc c'est littéralement des ordres de grandeur différents. Cependant, l'hydrogel se dégrade aussi en 5 à 7 ans. J'aime l'idée de faire des amendements permanents. Cependant, 5 à 7 ans de croissance supplémentaire, grâce à toute cette eau en plus, je ne sais pas quel sera le bénéfice, donc on va essayer différentes choses. C'est plus une expérience de ce genre plutôt qu'une expérience scientifique où chaque variable est précisément contrôlée. C'est vraiment juste à cause de la logistique. Vous avez vu la difficulté qu'on a eue à sortir le fumier de la remorque. Je l'ai déversé bien plus loin que prévu. Donc c'est un équilibre entre essayer d'apprendre et ce qui était réellement pratique pour nous. Pour commencer, plantons un piquet à cette extrémité. Ce qui devrait être évident, c'est plutôt ça m'aide à utiliser mon télémètre. D'accord, ce n'est pas du tout précis, mais je veux avoir une idée approximative du nombre de pieds qu'il y a. 13 yards. Je suis satisfait de constater que la distance est très proche de 40 pieds, comme je l'avais estimé selon mes hypothèses. Ce matin, je me demandais combien de matière organique nous avions ajouté dans ce sol ici, et avec 1,5 mètre et demi de fumier de cheval, toute la paille, la litière et tout le reste, nous avons ajouté environ 7% de matière organique à ce sol, ce qui évidemment devrait faire une énorme différence. Et avec tout le paillis, parce qu'on en a mis beaucoup exprès, je m'attends à ce que cette zone fonctionne vraiment bien. Je suis vraiment enthousiaste de commencer à délimiter ces autres zones où nous ferons des variations très similaires, mais avec différentes quantités d'hydrogel. J'ai calculé la matière organique du sol. Le but est d'augmenter la rétention d'eau et la fertilité au fil du temps, mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. En fin de compte, l'eau demeure ma principale limite. Ce sera toujours ainsi. Je ne veux pas transporter du fumier éternellement. Je veux trouver des moyens de faire durer plus longtemps l'eau que j'ai. C'est là que l'hydrogel entre en jeu. Mais avant de commencer à l'utiliser, je dois comprendre exactement pourquoi mon sol perd l'eau aussi rapidement. Et cela signifie examiner de près certains de mes pires échecs. Je savais que créer une forêt dans le désert serait incroyablement difficile, mais cela a été un apprentissage très public.
L'été passé, j'ai planté 42 espèces d'arbres, d'arbustes et de vivaces, susceptibles de survivre ici. J'ai semé des milliers de graines, en pensant que certaines prendraient. Qu'est-ce que j'ai obtenu? Un taux de réussite de 2%, presque rien n'a survécu. Les seules choses qui ont vraiment poussé étaient le sorgho et le palo verde. Alors j'ai réessayé en hiver avec une toute nouvelle approche, Brandtschöe, des annuels de saison fraîche, différentes techniques de plantation, et pendant des semaines, rien ne s'est passé. À ce stade, je commençais à désespérer. J'avais déjà fourni tant d'efforts et je n'avais rien à montrer. Et bien sûr, YouTube regorgeait de conseils. Si j'avais $1 à chaque fois que quelqu'un me disait ce que j'aurais dû faire, il y a plein de ces commentaires sous la vidéo sur les cultures de couverture hivernale. Et ne vous méprenez pas, je comprends, les gens sont bien intentionnés. Beaucoup de commentateurs ne regardent pas chaque épisode et ils n'ont pas tout le contexte. Entre-temps, je suis conseillé par des experts. Je travaille avec Centropic Solutions, je teste différentes techniques et j'apprends réellement de chaque échec. Finalement, moins rapidement qu'espéré, j'ai commencé à voir le schéma. Après l'ajout de paillis, la germination s'est nettement améliorée. Non pas pour les nutriments, mais parce que cela limitait le dessèchement du sol. C'était mon moment de révélation. Le problème n'est pas seulement la germination, c'est la rétention d'eau. Je n'ai pas assez de pluie pour simplement planter et prier. Si je veux que les graines germent, je dois faire en sorte que chaque goutte d'eau compte, et cela signifie résoudre le problème sous terre. Si je versais cette eau directement sur le sol, elle disparaîtrait probablement en 1 heure environ. Je dois donc maintenant déterminer exactement combien d'eau mon sol peut retenir. Et à quelle vitesse elle disparaît. C'est la prochaine étape. Si je verse cette eau sur le sol, combien de temps sera-t-elle réellement disponible pour les plantes? Dans un sol limoneux sableux, la réponse est « pas longtemps ». J'ai versé de l'eau quelque part ici hier. Ah, juste ici. Je peux le dire parce qu'il y a une tache juste ici, là où j'ai versé l'eau. Complètement sec. Pas une trace d'humidité. C'est ce qui rend la germination des graines si difficile ici. Dès que l'eau touche ce sol, elle disparaît déjà. Dans une éponge, l'eau reste piégée dans de minuscules poches d'air. Mais dans un loam sableux, l'eau n'a nulle part où aller, sauf vers le bas. C'est là que les heures gallons entrent en jeu. Au lieu de simplement penser à la quantité d'eau que j'ajoute, je dois réfléchir à la durée pendant laquelle cette eau est disponible. Disons que je verse 10 gallons dans le sol et qu'après 1 heure, il ne reste peut-être plus que 6 gallons disponibles. Après 2 heures, il ne reste peut-être que 2 gallons. Et après 3 heures, presque plus rien. Mais si j'ajoute de l'hydrogel et que je ne perds que 10% de l'eau par jour, j'obtiens 2275 gallons-heure. Au lieu d'utiliser 1200 gallons d'eau, je peux obtenir exactement le même bénéfice avec seulement 10 gallons. C'est une différence spectaculaire, donc il ne s'agit pas du tout d'ajouter plus d'eau. Il s'agit de ralentir le taux de perte dans ce sol sablonneux, afin que l'eau soit disponible pour les plantes pendant une période plus longue. Dans la mesure du possible, je veux le nombre maximum de gallons-heure. J'ai fait une expérience il y a 2 ans où j'ai rempli une baignoire de terre avec 100 gallons d'eau. Elle s'est complètement vidée en 45 minutes. Pour faire germer les graines, l'eau seule ne suffit pas. J'ai besoin d'un moyen de la retenir pour que les plantes puissent l'utiliser. Et c'est là que l'hydrogel entre en jeu. L'hydrogel peut absorber 400 fois son poids en eau. Il retient l'eau et la libère lentement à mesure que le sol s'assèche. Après une journée, l'hydrogel retient encore de l'eau. C'est parce que l'hydrogel est fabriqué à partir de polyacrylate, un polymère qui se décompose avec le temps, mais qui ne disparaît jamais complètement. La majeure partie de l'hydrogel se décompose en eau, en dioxyde de carbone, et constitue en fait de la nourriture pour les microbes du sol. Ils le mangent et le rejettent, mais une infime fraction reste sous forme de microplastique. C'est un compromis, mais j'ai l'impression que c'est la façon la plus pratique de mettre en œuvre mes valeurs avec mon budget. Un exemple serait l'impact environnemental du fait que je conduise 10 km à chaque fois que nous apportons. Nous pourrions apporter 4000 litres d'eau à chaque trajet. Donc si je réfléchis au nombre d'heures gallons de bénéfices que j'obtiens en ayant le gel dans le sol par rapport à la quantité de diesel que je devrais brûler pour amener l'eau ici à la base, cela a un impact environnemental. Lequel est pire, brûler cette quantité de diesel ou avoir peut-être une fraction de livre de microplastique dans le sol? Tout a un compromis. Je n'utiliserai pas l'hydrogel indéfiniment, c'est une solution temporaire.
Le but est de lancer la croissance, pas de s'y fier sur le long terme. Si ces agaves transplantées prennent racine, ils n'auront plus du tout besoin d'hydrogel dans quelques années. Il s'agit de leur donner une chance de survivre, parce que s'ils ne dépassent pas le stade de la germination, rien d'autre n'a d'importance. Je n'ai pas seulement besoin d'eau, mais qu'elle reste présente pour la germination des graines. Mais ce que je veux vous montrer, c'est peut-être l'opportunité à plus long terme, parce que j'ai beaucoup parlé de l'apprentissage dans le processus de ma démarche, de la façon dont cela rend certains adeptes de la permaculture fous que je ne me sois pas contenté de creuser des baissières partout. Voici le plus grand avantage pour moi d'avoir pris mon temps, surtout dans le contexte des hydrogels. Je me tiens à la base de cette terrasse, qui fait environ 1 mètre de haut à cet endroit. À certains endroits là-bas, elle fait plus de 2 mètres de haut. La dégradation du polyacrylate ne se produit qu'à cause des ultraviolets et de l'activité microbienne du sol. Moins il y a d'oxygène, moins il y aura de dégradation. Et une fois que vous descendez sous les 60 cm, effectivement, vous ralentissez considérablement la décomposition de ce matériau. Regardez où je suis, ce mur fait 1,50 m ici. C'est ainsi que fonctionne le processus d'apprentissage. Et si, lorsque je construis les prochaines terrasses, nous posions le polyacrylate avant même de commencer? Lors du premier passage, tu appliques le polyacrylate. Tu fais le deuxième passage. Ajoute du polyacrylate et tu le fais en couche. Le problème ici n'est pas seulement le polyacrylate, mais aussi potentiellement le fumier de cheval, surtout sur les pentes. Là où j'ai des pentes, je suis debout sur une pente de 23 degrés en ce moment, donc je dois construire des terrasses. Et puisque je dois construire les terrasses, pourquoi empiler toutes ces pierres et tout ce sable alors que je pourrais empiler du polyacrylate qui coûte vraiment très peu et du biochar avec tous ces amendements et je peux éviter toute cette excavation. Je ne savais pas ça avant de commencer et en fait, je ne connais personne qui le fait, donc je suis vraiment enthousiaste d'essayer. Sur une terrasse et estimer le temps de construction, et si on fait tout cet effort, il est logique de la construire parfaitement. Ce polyacrylique pourrait durer 50 ans. Si ce n'est des centaines d'années, plus on va en profondeur. En descendant sous 60 cm, 100 mètres chaque pied ajouté peut potentiellement ajouter des décennies, voire des siècles. Donc, la préoccupation actuelle sur les microplastiques pourrait ne pas en être une à mesure que je développe le travail. L'hydrogel ralentit considérablement la perte d'eau, mais la vraie des questions est de savoir quelle quantité est nécessaire. Trop peu et cela ne fait presque aucune différence. Trop et je gaspille des ressources. J'ai dit que je voulais faire au moins 1, 2, 3, 4 expériences, et comme j'ai 43 mètres divisé par 4, cela fait environ 10 mètres par expérience. C'est une bonne quantité, comparable à ce que j'ai fait pendant la première phase. Donc nous allons partir sur 35 pieds pour ces 4 expériences où nous allons utiliser le même biochar, un On va d'abord prendre une tonne de fumier de cheval, puis ajouter l'hydrogel et voir le résultat. Je dois commencer par faire une expérience dans cette pièce. J'ai besoin de savoir combien de grammes d'hydrogel il me faut pour retenir 1 litre d'eau, ou 10 litres, ou peu importe. La qualité de l'eau peut influencer le résultat. Je vais hydrater l'hydrogel avec l'eau de mon puits et effectuer le test avec celle-ci. Je vais simplement ajouter beaucoup trop d'eau, puis je vais verser toute l'eau en trop et la peser. 20 grammes de hydrogel. 1 litre. 2 litres, je pense que je vais essayer d'en mettre 8 litres, ce qui, à mon avis, sera beaucoup trop, parce que j'ai fait 4 fois 8 litres, ce qui fait à peu près 2 gallons, et j'aimerais faire 1 gallon d'eau et en avoir environ la moitié restante. Ça devrait être dans les environs de 50 grammes, juste un peu moins d'1 gallon, c'est ce que ça devrait contenir. Donc je vais ajouter encore 30 grammes à mon expérience. En doublant la quantité, je lui permets d'en contenir davantage. Il y a maintenant 50 grammes d'hydrogel. Je vais le laisser reposer pendant plus d'1 heure, juste pour lui donner toutes les chances de réussir. Et ensuite, on reviendra pour mesurer. Étaler du matériau avec un bulldozer est assez courant, mais c'est la première fois que je le fais. J'ai utilisé le bulldozer environ 100 heures uniquement pour la coupe et le remblai. C'est ma première fois d'étaler, donc j'essaie maladroitement de comprendre la technique. Je suis vraiment novice. Le résultat final avait l'air nettement meilleur que ça. Vous le verrez au sol, mais c'est moi en train de comprendre.
Un bulldozer n'est clairement pas l'outil idéal pour étaler du fumier. Un épandeur à fumier derrière un tracteur serait l'idéal, mais mon bulldozer n'a pas de prise de force et je n'ai pas encore le budget pour acheter un tracteur et divers équipements, même si c'est clairement sur ma liste de souhaits. J'ai fait du mieux que j'ai pu, mais maintenant que la zone d'expérimentation est prête, je vais devoir y retourner et mesurer parce que ce n'est pas uniforme, et je préfère aller là où je sais que le fumier est bien concentré. On va donc ajuster mon expérience. Le plan, mais d'abord, assurons-nous que l'hydrogel fait ce qu'on attend de lui. On s'attendrait à ce que les 50 grammes que j'ai utilisés permettent de faire à peu près 3 litres et demi d'eau, c'est à peu près ça. Nous allons verser toute cette eau pour séparer le gel, puis une fois que le gel sera séparé, nous mesurerons la quantité d'eau et nous verrons comment nous nous en sommes sortis. Il semble plus qu'à moitié hydraté, mais nous mesurerons. Et comme nous ne faisons pas une expérience scientifique, je veux juste m'assurer d'en avoir récupéré 95%. Je crois que j'ai réussi. Oh la vache. C'est toute l'eau qu'il reste, ce qui veut dire que nous avons hydraté plus de 6 litres d'eau, ce qui est tout simplement phénoménal. Je vais donc calculer exactement quel est le rendement. Il restait exactement 2,75 bouteilles. 2 et 2 tiers. Pour simplifier les choses, j'hydrate tout dans un intermediate bulk container qui est un grand réservoir d'eau. Le gel a besoin de 550 litres d'eau pour se dilater complètement, et le faire en vrac va me faire gagner du temps. Une fois que l'hydrogel a absorbé l'eau, il est prêt à l'emploi. Je pourrais mélanger ce produit sec directement dans le sol, mais ce n'est pas l'idéal. Le gel se dilate de manière imprévisible, pouvant pousser les graines à la surface et perturber les racines. Aussi, si je prends la peine de le mélanger, pourquoi ne pas simplement le faire quand il est humide ? L'hydrater à l'avance garantit une répartition homogène et empêche le sol de bouger, tout en fournissant une humidité constante pour favoriser la germination. C'est le premier vrai test, parce que si l'hydrogel fonctionne comme je le pense, je pourrais l'étendre à tout le ranch. L'hydrogel étant prêt, il est temps de le mettre en terre. L'objectif est simple, l'enfouir dans le sol. Nous reviendrons au moment des plantations pour le mélanger, mais pour éviter la perte d'eau, nous le recouvrirons de foin afin qu'elle soit disponible quand nécessaire. Au lieu de simplement le déposer en surface, je le place directement dans la zone de plantation, afin que les racines puissent accéder à l'humidité dès le début de leur croissance. C'est dingue! Le gel ne coûte qu'environ 8 centimes par gallon et il durera 5 à 7 ans. Évidemment, les plantes l'absorbent, mais il peut aussi être reconstitué soit par irrigation goutte à goutte, soit par la pluie. Il est logique de devenir fou avec ce gel. Et simplement déterminer quelle est la bonne capacité à utiliser dans le sol pour faire pousser de l'herbe, de l'agave et des arbres. Et c'est tout l'objectif de cette expérience, et maintenant, j'ai des données randomment réelles basées sur mon expérience vécue, ce qui est génial. Je peux dire en regardant ici que c'est clairement amendé. Je ne sais pas si cela va se voir à la caméra, mais je peux voir les petits morceaux de paille et la couleur est juste un peu différente. Il y a des stries et le niveau d'amendement est différent dans cette section. J'ai intentionnellement évité de baisser la lame du bulldozer ici parce que nous avons enterré la conduite d'eau et je ne veux vraiment pas abîmer ma système d'irrigation, mais jusqu'ici c'est certainement irrégulier. Mais même dans cette section ici, où la couleur est clairement plus claire qu'ici, tout est amendé comme ça a la même couleur que le sol, là où c'est très fortement amendé, là où Brandon a tout planté. Donc je vais vous montrer ça. Et ensuite, bon, je suppose que cette partie plus proche de lui est juste super amendée. Genre hyper amendée. Je vais marquer ce que je pense être la fin de la zone d'expérimentation et refaire la mesure en fonction de ce que je peux voir. Sol fortement amendé. Je le mets là où c'est facile à voir. Je ne sais pas si je pourrais traverser ce sol. Je ne vais pas survivre si une vache s'appuie dessus, mais ça suffira.
La raison pour laquelle la distance n'est pas si importante, c'est que je vais faire couler l'eau dans une certaine direction. Donc pendant que je teste les arbres, l'hydratation commencera au maximum ici, puis diminuera au fur et à mesure qu'on ira par là, et ensuite avec l'herbe. Je commencerai avec le minimum de l'autre côté et j'augmenterai en avançant. Le but était de regarder et ça devrait ressembler à une grande bande, genre waouh, les arbres poussent vraiment mieux par là, ou l'herbe devient meilleure par là. On veut savoir à quel point ça peut devenir bon. Pour l'instant, je suis un peu bloqué. Parce qu'on doit préparer toute la zone avant de mettre des graines d'arbres ou d'herbes dans le sol et on va rouler dessus avec des remorques et du matériel lourd et on ne veut surtout pas avoir des graines qu'on risquerait de déranger. Pendant mon absence, Daniel et Brandon iront chercher des copeaux de bois à El Paso. C'est un long voyage. Nous n'avons pas besoin de tonnes et de tonnes de copeaux de bois, mais par rapport au temps passé à rassembler le matériel, c'est vraiment intelligent d'utiliser ce 4300 et de transporter beaucoup de poids. Et on va simplement aligner les copeaux de bois là où on sait qu'on va mettre le paillis. Après l'avoir vu visuellement, je pense que ça couvrira à peu près toute cette portion, puis nous allons devoir aller acheter du foin pour pouvoir l'étaler. Une fois que ce sera fait, nous reviendrons ici avec la tarière et le gel hydraté, et nous préparerons les trous sur les sites de plantation, puis nous les marquerons pour savoir où mettre les graines, et ensuite nous serons prêts pour l'été et la haute saison de croissance. C'est environ un mois trop tôt pour planter quoi que ce soit, mais comme cet hydrogel fonctionne si bien, je pourrais revenir le mois prochain et planter les graines au meilleur moment. Finalement, le paillis. Nous avons déjà constaté son impact considérable en surface. Maintenant, nous renforçons cet effet sous terre. Cela empêche le sol de cuire au soleil et ralentit l'évaporation. C'est fait. Le plus difficile est derrière nous. Il ne reste qu'à ajouter les graines dans un mois environ. Si ça marche, ces graines pourront vraiment pousser. Sinon, je devrais tout recommencer. Alors, est-ce que ça en valait la peine ? Nous le saurons bientôt. Tout est dans le sol, l'hydrogel est en place, les graines seront plantées le mois prochain, et le paillis protège toute cette eau de l'évaporation. Maintenant, on attend. Si ça marche, on devrait commencer à voir des germinations quelques semaines après la plantation. L'hydrogel retiendra l'humidité, gardant les graines hydratées assez longtemps pour germer et continuer à pousser. Et une fois qu'elles germent, l'objectif est de les établir avant que la pire chaleur ne s'installe. Si suffisamment de ces graines survivent, cela pourrait être une méthode évolutive pour planter sur l'ensemble du ranch. Mais le succès n'est pas assuré. De nombreuses façons d'échouer subsistent. Si l'hydrogel ne retient pas l'eau assez longtemps, les jeunes pousses Barrantas vont se dessécher avant de s'implanter. Ou si nous ne mettons pas assez de paillis pour protéger la surface, le sol pourrait quand même cuire au soleil. Dans le pire des cas, j'aurais investi du temps et des ressources en vain. Mais même ainsi, j'en saurai plus sur les ajustements nécessaires pour la prochaine fois. Tout ce projet ne consiste pas simplement à faire germer quelques graines, il s'agit de prouver que l'afforestation du désert est possible. Spécifiquement avec une approche centropique, si je peux la faire fonctionner ici, avec ce sol et dans ce climat. Alors c'est possible presque partout, et si j'échoue, je ne vais pas échouer complètement. C'est proche du pire scénario envisageable selon moi. Ce que j'ai enduré, et pourtant il y a encore des progrès, donc je pense que c'est le modèle. Si tu passes vraiment une mauvaise année, tu examines sérieusement ce qui n'a pas marché. Et tu t'assures de faire mieux, donc je peux encaisser de grosses difficultés et continuer d'avancer. Dites-moi ce que vous en pensez. Laissez un commentaire, cliquez sur le bouton « J'aime ». Et nous allons absolument faire un suivi sur le succès de cela dès qu'il y aura des germinations. Évidemment, il faut d'abord planter. Nous vous recontacterons avec plus d'informations.